7 minutes, juste le temps d'un café, c'est tout ce qu'il aura fallu pour que l'équilibre diplomatique entre l'Europe et l'Ukraine prenne un virage inattendu. Volodymyr Zelensky, sûr de son effet, venait de conclure sa tirade pour réclamer un joli chèque de 50 milliards d'euros, sans condition s'il vous plaît, directement venu des caisses françaises. Face à lui, Sébastien Lecornu impassible. Mais derrière ce calme apparent bouillait une vérité qu'aucun dirigeant ukrainien n'avait vu venir. Puis soudain, le Premier ministre se leva, et ses mots gelèrent la pièce. Ce n'était pas un banal désaccord entre alliés, non. Ce fut le moment où la France redressa l'échine et rappela que la compassion, aussi généreuse, soit-elle à ses limites, et que chaque euro donné appelle des comptes. Pour comprendre cette claque diplomatique, il faut remonter 3 mois plus tôt dans l'ombre des salons feutrés de Matignon. Ce jour-là, Lecornu découvrait un dossier explosif sur son bureau fraîchement livré par Bruno Le Maire. Un dossier qui allait pulvériser tout ce qu'il croyait savoir sur l'aide européenne à l'Ukraine. Le 20 juin 2025, à 16 heures précises, l'ambiance dans le bureau du Premier ministre était électrique. Devant lui, des rapports ultra confidentiels de la Cour des comptes européenne, leur contenu, un festival de scandales, détournement fraude compte offshore, tout y était, et le plus glaçant, c'est que tout était vrai. Ce que vous allez lire va vous couper le souffle, avait murmuré Le Maire, le visage fermé. Cela fait 2 ans que l'on suit la trace des milliards envoyés à Kiev, et ce qu'on a trouvé dépasse l'entendement. C'est structuré, méthodique, institutionnalisé. Lecornu stupéfait releva la tête. Vous êtes en train de dire que... Hélas, oui. Une part non négligeable de l'aide européenne finit dans les poches dorées de l'élite ukrainienne. Propriété en Espagne compte aux Bahamas villa sur la côte d'Azur. Le dossier suintait l'indécence fausse facture, marché bidon pot de vin à répétition. Pendant que l'Europe se vidait les poches au nom de la solidarité certaine à Kiev, transformait cette manne en jackpot personnel, une ponction financière digne des pires heures de l'histoire. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il fit les 100 pas dans son bureau ruminant, pensant à ces familles françaises qui acceptaient de payer plus d'impôts pour un effort de guerre qu'ils croyaient juste, à ces Européens qui réduisaient leurs dépenses pour soutenir une cause qu'on leur avait peinte noble, et surtout à cette Ukraine qui pleurait la solidarité tout en siphonnant les aides avec un cynisme désarmant. Le 25 juin au matin, un huis clos se tint dans les profondeurs feutrées de Matignon. Lecornu, visage fermé, avait réuni son cercle le plus restreint, Colonna Darmanin, les têtes de la DGSE et les pontes de Bercy. Dans la pièce, l'air était si froid qu'on aurait pu y entendre tomber une goutte de sueur. D'un ton glacial, Lecornu brisa le silence. « Mes chers collègues, ce que nous finançons depuis 2 ans n'est pas une guerre, mais une arnaque, et pas n'importe laquelle, la plus vaste escroquerie institutionnelle de ce siècle. » Pendant que Zelensky pleurait sur scène pour plus d'euros, ses amis s'empressaient de les planquer aux Bahamas. Colonna, pâle comme la porcelaine, tenta une objection. « Tu te rends compte, Sébastien ? Si on lâche cette bombe, c'est toute la façade occidentale qui s'effondre. Le soutien à l'Ukraine volatilisé. L'opinion publique furieuse. » Mais Lecornu ne scia pas. Il planta son regard dans le sien, tranchant comme une lame. Catherine, les citoyens ont le droit de savoir. Ils ne paient pas plus d'impôts pour financer des châteaux à Kiev. Ils paient pour aider un peuple en guerre, pas pour enrichir une clique d'oligarques en costards italiens. Darmanin tenta à son tour d'allumer une lueur de doute. Et si Zelensky ignorait tout, on ne peut pas exclure qu'il soit tenu dans l'ombre. Un geste bref de la main coupa net sa phrase. « Gérald, quand on est à la tête d'un pays sous les bombes, on suit chaque centime comme un général suit ses lignes de front. S'il ne sait pas, il est incapable. S'il sait, il est complice. Dans les 2 cas, il a perdu notre foi aveugle. Dès lors, une véritable traque financière fut lancée. Chaque euro, chaque facture, chaque contrat fut disséqué. Ce que les enquêteurs découvrirent dépassait l'imagination. Sur les 15 milliards d'euros envoyés depuis Paris à Kiev 4, c'était tout simplement volatilisé dans le marbre de villas somptueuses à Nice, dans le chrome de yachts flottant au large de Monaco, dans le béton d'appartements haut de gamme à Londres.
Le prix du silence payé par le contribuable français. Le 15 juillet, la ligne sécurisée sonna. Une voix familière grave et cette fois impossible à ignorer. Monsieur le Premier ministre, commença le chef de la DG, d'un ton sans émotion. Nous détenons une preuve irréfutable, l'épouse de Zelensky vient d'acquérir un château en Normandie pour 12 millions d'euros, les fonds détournés directement de l'aide européenne grâce à un petit réseau bien huilé d'oligarques proches du président. Le cornu raccrocha. Il ne dit rien, il ne bougea même pas. Seulement ce long silence lourd comme du plomb. Il venait de franchir la ligne de l'indignation. Ce n'était plus une affaire de politique. C'était une gifle à la morale. Puis vint le 1er septembre. L'occasion rêvée pour en finir. Paris accueillait une grande conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine et qui allait prendre la parole en vedette. Le même Zelensky encore lui venu plaider pour une rallonge de 50 milliards d'euros. Oui, 50. Après avoir détourné des milliards, il revenait en réclamer encore plus. Avec le même sourire, le même uniforme, le même jeu de scène. Pendant que son jet présidentiel fendait les nuages vers Paris, Zelensky peaufinait son discours confiant, persuadé que ses appels au cœur larmoyant feraient, comme d'habitude, fondre les portefeuilles européens. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, cette fois, celui qui l'écouterait au premier rang n'était pas venu applaudir, mais pour l'affronter avec des preuves. Dans la salle parisienne décorée pour l'occasion, 40 délégations attendaient sérieuses, concentrées. Zelensky entra fidèle à son style treillis militaire impeccable, regard déterminé, posture de chef de guerre. Il prit la parole et prononça des mots qui, dans ce contexte, résonnaient comme une mauvaise blague. « Mes chers amis, votre générosité a porté l'Ukraine. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus, beaucoup plus. » Au premier rang, Lecornu ne cligna pas des yeux. Il absorbait chaque mot, chaque geste, chaque mensonge bien emballé. Nous avons évalué nos besoins exacts hôpitaux, écoles, centrales électriques. Il nous faut 50 milliards d'euros pour tout reconstruire, ajouta Zelensky. Le ton chargé d'émotions parfaitement maîtrisé. Mais cette fois, son numéro allait rater sa cible. Le chiffre tomba sec, brutal, comme une enclume lâchée sur la table. 50 milliards. L'auditoire retint son souffle. Zelensky lui continua sa performance avec le talent d'un comédien habitué à captiver les foules. Ce montant colossal, déclara-t-il d'un ton vibrant, représente plus qu'un budget. C'est le rêve de tout un peuple d'enfin vivre en paix. Chaque euro que vous nous confierez, c'est une famille relevée, un hôpital reconstruit, un avenir sauvé. Comme toujours, la salle fut saisie par l'émotion. Un frisson parcourut les rangs. Zelensky savait jouer cette partition, celle de l'homme debout, face au chaos réclamant du secours au nom des siens. Je sais certains doutes, poursuivit-il en lançant un regard furtif mais ciblé vers Lecornu. Certains se demandent ce qu'il advient de votre générosité. Mais je vous le dis ici, devant vous, chaque sou est utilisé avec rigueur surveillé par nos institutions démocratiques. L'Ukraine ne trahit pas votre confiance. À ces mots, dans le fond de la salle, Lecornu sentit une tension éclater en lui, comme une corde qui casse. Ce qu'il venait d'entendre, ce n'était pas juste une contre-vérité, c'était une gifle à tous ceux qui, en Europe, avaient vidé les caisses publiques pour soutenir ce pays. Un mensonge magistral prononcé avec l'aplomb de l'habitude, et comme pour parachever son spectacle, Zelensky conclut les yeux brillants. L'Ukraine d'aujourd'hui, c'est l'image de l'Europe de demain. En nous soutenant, vous ne sauvez pas seulement un pays, vous bâtissez la paix de votre continent. Les applaudissements fusèrent, mesurés, protocolaires, mais l'ambiance avait changé. Charles Michel, le modérateur de la conférence, prit la parole. Des réactions à la déclaration du président Zelensky. Les regards comme des projecteurs synchronisés pivotèrent instantanément vers les sièges des bailleurs de fonds majeurs. France, Allemagne, États-Unis. Et soudain, tout bascula. Sébastien Lecornu se leva, lentement, sans un mot, sans papier, sans micro. Il croisa les bras, fixa Zelensky droit dans les yeux. Un silence surréaliste tomba sur la salle. Puis, d'une voix aussi froide qu'un hiver géopolitique, il lâcha Monsieur le Président Zelensky. « Merci pour cette œuvre de fiction très bien jouée. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions. À propos de l'argent français,
Sa voix était douce, presque cordiale. Mais derrière chaque mot de Lecornu vibrait une menace glacée subtile, mais implacable, et dans les yeux de Zelensky, la panique commença à percer. « Dites-moi, Monsieur le Président, avez-vous une idée précise de ce que la France a investi pour soutenir l'Ukraine depuis le début de la guerre ?» Pris au dépourvu, Zelensky bredouilla une estimation incertaine. 15 milliards d'euros, je crois. Et croyez bien que nous en sommes profondément reconnaissants. Lecornu hocha la tête, puis lentement sortit une chemise cartonnée de sa mallette. 15 milliards, répéta-t-il posément. Ce qui équivaut pour chaque citoyen français, enfant compris, à 250 €, c'est-à-dire 3 mois entiers de salaire minimum. Voilà le prix que la France a payé pour croire en votre pays. Une onde de gêne traversa la salle. Les chiffres froids et tranchants comme des lames coupaient net l'émotion. Et maintenant, poursuivit-il en ouvrant calmement le dossier, regardons ensemble à quoi ont réellement servi ces milliards. Il sortit une première feuille plastifiée. Achat d'un château en Normandie. Montant 12 millions d'euros. Acheteuse votre épouse Olena Zelenska. Provenance des fonds aide européenne transférés par un circuit d'oligarques. Le choc fut immédiat. La salle entière sembla s'immobiliser. Zelensky lui devint livide. Mais Lecornu enchaîna implacable villa luxueuse à Cannes, 8 millions d'euros. Propriétaire Victor Medvedchuk Jr., le fils d'un de vos plus fidèles conseillers. Source des fonds, toujours l'aide détournée. Il n'attendit pas de réaction. Il poursuivit imperturbable yacht de 25 mètres, flambant neuf. Prix 15 millions. Acquéreur une société offshore gérée par Igor Kolomoïski. L'argent censé financer la reconstruction des hôpitaux ukrainiens. Chaque révélation claquait comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. L'assistance pétrifiée n'osait plus respirer. En résumé, dit-il, en relevant lentement les yeux vers Zelensky, ce sont 4 milliards d'euros d'aide française qui se sont évaporés dans les villas, les bateaux et les comptes offshore de vos proches, soit 65 € arrachés à chaque citoyen français, même aux plus modestes. Zelensky tenta de reprendre la parole, balbutiant « Monsieur le Premier ministre, ces accusations, je ne savais pas. » Mais Lecornu coupa court, implacable. « Vous ne saviez pas? Vraiment? Et pourtant, c'est votre propre femme qui signe le contrat d'achat d'un château avec notre argent. Vous ignoriez cela aussi. » Le choc fut immédiat. Dans l'auditorium, les visages se fermaient. Certains délégués tapaient frénétiquement sur leur téléphone, d'autres griffonnaient nerveusement dans leur carnet. Tous comprenaient la même chose, ils n'assistaient plus à une conférence, mais à un tremblement de terre diplomatique. Et Lecornu imperturbable poursuivait d'un ton presque clinique. « Et encore, ce n'est que la surface, dit-il en relevant calmement les yeux. Dois-je aussi évoquer les 200 millions évaporés dans des programmes humanitaires fictifs, ou les 500 millions engloutis dans de prétendus contrats d'armement, ou mieux encore les 300 millions disparus dans des commandes de médicaments qui n'ont jamais existé? Un nouveau dossier s'ouvrit entre ses mains, un rapport confidentiel de la Cour des comptes européenne. Il le posa doucement sur le pupitre comme une pièce à conviction. Sur les 150 milliards d'euros versés à l'Ukraine par l'Occident depuis 2022, au moins 35 milliards se sont volatilisés. Détournés, dérobés, soit près d'un quart de l'aide totale. Un frisson parcourut la salle. Ce pourcentage n'était pas juste énorme, il était indécent. Lecornu reprit cette fois plus sombre. « Pendant que nos peuples se privent, que nos hôpitaux manquent de personnel, que nos familles n'arrivent plus à chauffer leurs maisons, vos élites, Monsieur le Président, s'offrent des résidences de luxe, des jets privés et des villas ensoleillées. Avec notre argent. » Zelensky, cloué à son siège, cherchait ses mots. Mais Lecornu implacable ne laissa aucun silence s'installer. « Et aujourd'hui, vous osez demander 50 milliards de plus. Après avoir enterré les précédents dans la corruption la plus crasse, c'est une gifle à ceux qui ont cru en vous. » Puis il se tourna vers l'auditoire, plantant son regard dans celui des délégués. « Alors je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à offrir encore 50 milliards pour financer les palais des oligarques ukrainiens? Est-ce que vous voulez dire à vos peuples qu'ils vont payer des yachts pendant qu'eux galèrent à boucler la fin du mois ?» Un silence de plomb s'abattit.
Une vérité nue venait de traverser la salle comme un éclair, et l'écornu conclut se retournant vers Zelensky, Monsieur le Président, « Il est temps que vous sachiez ce que la France compte faire à présent. » La voix de l'écornu n'avait plus rien de diplomatique. C'était devenu une lame, froide, tranchante. Première mesure, la France gèle toute aide financière à l'Ukraine avec effet immédiat. Pas un centime de plus ne sera versé tant que les 4 milliards d'euros détournés ne seront pas remboursés, jusqu'au dernier. Un frisson secoua l'Assemblée. C'était une première historique, jamais un État occidental n'avait osé couper le robinet à Kiev. Il enchaîna sans laisser le temps de respirer. Deuxième point, toute aide future, si elle doit exister, sera placée sous surveillance directe française. Chaque euro, chaque facture, chaque virement passera sous notre microscope. Chaque responsable ukrainien concerné sera audité, personnellement. La brutalité des conditions fit l'effet d'un coup de poing. Pour l'Ukraine, c'était une humiliation en mondovision. Mais l'écornu n'en avait pas fini. Troisièmement, nous exigeons que tous les responsables ukrainiens, y compris vous, Monsieur Zelensky, rendent publique l'intégralité de leur patrimoine. Terminer l'ère des comptes offshore, des villas discrètes, des fortunes dissimulées dans l'ombre pendant que le peuple saigne. Jamais l'Occident n'avait osé imposer un tel électrochoc à un allié. Et puis, avec une précision chirurgicale, le cornu planta l'ultimatum. Dernier avertissement, si l'Ukraine refuse ces conditions d'ici 48 heures, la France se retirera définitivement de tout soutien. Et nous rendrons publiques dans leur intégralité toutes les preuves accumulées sur les détournements et la corruption au sein de votre administration. Le message était limpide et inarrêtable. Le message ne laissait place à aucune ambiguïté. Sec, implacable, définitif. Zelensky se retrouvait enfermé dans une nasse parfaite cédée, revenait à accepter une humiliation historique refusée, signifiait perdre l'appui vital de Paris. Quelle que soit l'issue, il était déjà vaincu. La voix de l'écornu trancha l'air une dernière fois. « Monsieur le Président, vous avez trompé vos partenaires. Vous avez rompu le pacte de confiance. Vous avez détourné l'effort de peuples entiers qui consentaient des sacrifices pour vous soutenir. Cette comédie prend fin aujourd'hui. Désormais, aucune aide venue d'Occident ne sera accordée sans contrepartie. » Puis il se rassit. La salle sombra dans un mutisme glacial. Zelensky, pétrifié, resta sans voix. Jamais depuis le début du conflit, il n'avait été exposé ainsi publiquement désavoué, sommé de répondre de ses actes, réduit au silence sous les regards de ses alliés. Les conséquences furent immédiates. En quelques heures à peine, l'architecture de l'aide occidentale vacilla. Un à un, les États présents annoncèrent la suspension de leur financement, exigeant des explications précises et des contrôles rigoureux. Berlin, la Haye Varsovie, tous réclamaient désormais des audits exhaustifs. La déflagration médiatique fut mondiale. L'Ukraine éclaboussée par un scandale de corruption, écrivait le Figaro. Zelensky, rattrapé par ses contre-vérités, décortiquait The Times. La fin de la générosité sans condition, résumé Deadwawe. Un chapitre se refermait. Les révélations venues de Paris se propagèrent comme une onde de choc à travers le monde. Mais c'est à Kiev que l'explosion fut la plus violente. Privé soudainement du soutien financier occidental, Zelensky n'eut d'autre choix que de sacrifier une partie de son entourage ministre remercié à la chaîne hauts fonctionnaires poussés vers la sortie. Même dans ses propres rangs, la loyauté se fissura. Les appels à son départ commencèrent à résonner. À Paris, le contraste était saisissant. L'opinion bascula en un éclair. Les courbes de popularité de l'écornu s'envolèrent. En 2 jours à peine, il atteignit des sommets inédits. Depuis longtemps, les Français n'avaient pas vu l'un de leurs dirigeants s'ériger aussi clairement en rempart contre le gaspillage de l'argent public au profit de réseaux corrompus étrangers. Les milieux économiques saluèrent le tournant. Enfin, quelqu'un qui protège nos intérêts, se réjouissait le dirigeant du MEDEF. Il fallait mettre fin à cette comédie, renchérissait le président de la CGPM. Rassuré par l'instauration de conditions strictes à l'aide versée à l'Ukraine, l'économie française recommença à respirer. De son côté, Zelensky tenta une manœuvre de survie politique, une purge massive de son gouvernement. Mais la tentative arriva trop tard.
Sa parole n'avait plus de poids à l'étranger, son autorité se disloquait à l'intérieur. Pour la première fois depuis le début du conflit, son assise chancela. Le 15 septembre, 14 jours après la réunion parisienne, un seuil fut franchi. Le Parlement ukrainien adopta une motion de défiance. Un geste inédit, le chef de l'État était publiquement désavoué par ceux-là même qui l'avaient porté. Cette secousse institutionnelle redessina les lignes du conflit. Les capitales occidentales tirèrent la leçon. Le soutien automatique n'était plus tenable face à un système gangrené. Les règles changèrent, les exigences s'alourdirent, les mécanismes de contrôle se durcirent, l'ère de l'aide sans condition venait de s'achever. À ce stade, le Cornu n'était plus seulement un acteur du jeu diplomatique, il incarnait désormais la rigueur financière européenne. Son affrontement frontal avec les dérives ukrainiennes fit école. Plusieurs dirigeants s'en inspirèrent ouvertement. À La Haye, Mark Rutte résuma l'état d'esprit ambiant. La solidarité n'excuse pas la cécité. À Vienne, le chancelier autrichien alla plus loin encore. La France a mis fin à un chantage que nous subissions tous. L'automne 2025 fit date. Un basculement historique s'opéra dans le système d'aide mondiale. Pour la première fois depuis l'après-guerre, les nations occidentales décidèrent collectivement de lier leur financement à des exigences strictes de transparence et de gouvernance. La méthode Le Cornu ne resta pas cantonnée au cas ukrainien. Elle s'imposa rapidement comme un nouveau standard de l'aide au développement redéfinissant en profondeur les rapports entre pays donateurs et bénéficiaires. En novembre 2025, cette nouvelle stature valut à Le Cornu une tribune exceptionnelle. Devant l'Assemblée générale des Nations unies face aux représentants de 193 États, il prononça des mots appelés à faire date. « Mesdames et messieurs, le temps de l'assistance aveugle appartient au passé. Nos citoyens sont en droit de savoir ce que devient leur argent. Ils sont en droit d'exiger que leur générosité soulage les victimes et non qu'elle enrichisse leurs bourreaux. » Il continua le regard assuré. Certains s'imaginaient qu'exposer la vérité sur la corruption ukrainienne ferait s'effondrer la solidarité mondiale. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Plus la lumière a été faite, plus la cohésion s'est renforcée. La sincérité a ravivé la confiance. Et le contrôle, loin de diviser, a redonné à l'aide sa légitimité. Le tonnerre d'applaudissements qui s'ensuivit ne cessa qu'au bout de 17 longues minutes. 17 minutes d'un soutien planétaire. En décembre 2025, soit exactement 3 mois après son face-à-face mémorable avec Zelensky Time Magazine, le consacrait personnalité de l'année. La une était sans détour, celui qui a ramené la morale dans le chaos de l'aide internationale. Pendant que le Cornu devenait l'icône mondiale de la lutte contre la corruption institutionnelle, l'Ukraine s'essayait à l'introspection. Sous la pression internationale, le nouveau président Dmytro Razumkov multipliait les annonces réformatrices, promettant une ère de clarté et de probité. Mais le ver était dans le fruit. L'image d'une Ukraine irréprochable s'était fissurée à jamais. Elle n'était plus jugée sur ses intentions, mais sur ses comptes à rendre. Janvier 2026 marqua le début d'une lente mais ferme normalisation entre Paris et Kiev. Cette fois, les bases avaient changé, la transparence remplaçait les secrets, la vigilance prenait la place de la confiance aveugle et chaque euro donné allait désormais de pair avec une condition signée. Puis, le 15 mars, 6 mois, jour pour jour, après le coup de théâtre parisien, le Cornu fut accueilli en visite officielle à Kiev, une rencontre inimaginable sous l'ère Zelensky mais devenue inévitable depuis la nouvelle ère politique. Devant la Rada, le Parlement ukrainien, il prononça un discours que l'histoire retiendra. « Honorable député ukrainien, la France est prête à bâtir un nouveau partenariat avec votre nation. Mais il reposera désormais sur des fondations solides, l'honnêteté, la transparence et le respect mutuel. L'époque où l'on pouvait trahir ses alliés sans conséquence est révolue. L'avenir, mesdames et messieurs, appartient à ceux qui coopèrent à visage découvert. » Les applaudissements nourris de la Rada ne saluaient pas seulement un discours. Ils actaient une rupture historique. Avec cette ovation, le chapitre Zelensky se refermait définitivement, laissant place à une ère inédite de l'aide internationale. Une période où la France, portée par l'audace de Sébastien Lecornu, imposait des règles d'intégrité que la planète entière allait bientôt reprendre à son compte.
Mais ce moment solennel n'était que le prélude. Dans l'ombre, un mécanisme bien plus vaste s'était déjà enclenché. Les révélations françaises avaient servi de détonateur à une enquête d'ampleur continentale. À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne avait donné loin des caméras l'ordre de passer au crible l'ensemble des flux financiers de l'aide européenne, sans exception ni tabou. Le 20 mars 2026, dans un bureau feutré de la capitale belge, le verdict tomba. Le chef de cabinet entra dossier à la main. Madame la Présidente, l'Ukraine n'était qu'un avant-goût. Nos équipes ont mis au jour des détournements comparables dans 23 pays bénéficiaires des fonds européens. La stupeur fut totale. L'ampleur du système dépassait tout ce qui avait été anticipé. Cette découverte força un basculement radical. Le modèle traditionnel de l'aide vola en éclats. L'Union européenne adopta sans détour la méthode Le Cornu, suivi exhaustif des fonds surveillance continue sanction immédiate. Désormais, le moindre abus entraînait une riposte automatique. L'aide internationale entrait pour de bon dans l'ère de la clarté. À Paris, pendant ce temps, une autre bombe était sur le point d'exploser. Les services de renseignement venaient de localiser les comptes dissimulés où avaient transité les fonds détournés. Monsieur le Premier ministre confirma le patron des services secrets. Nous avons identifié les circuits offshore. Les 4 milliards peuvent être récupérés dans leur totalité. L'argent public reviendra à l'État. Cette fois, la morale ne serait pas seulement proclamée, elle serait encaissée. Le 1er avril 2026, le Cornu frappa un grand coup. Devant les caméras, il proclama la restitution totale des sommes détournées par l'appareil ukrainien. L'annonce fit l'effet d'un séisme. Ce succès hautement symbolique scellait l'aboutissement de sa croisade morale jamais auparavant. Un État n'avait réussi à rapatrier jusqu'au dernier euro d'une aide siphonnée par un bénéficiaire corrompu. Le choc fut immense dans l'opinion publique française. Les contribuables réalisaient soudain une vérité longtemps jugée utopique. L'argent volé n'était pas condamné à disparaître. Il pouvait être retrouvé, récupéré, rendu. Après des décennies de scandales et de détournements, la foi dans la solidarité internationale sévèrement écornée commençait enfin à se reconstruire. Puis en mai 2026, 8 mois après l'affrontement historique avec Zelensky, un appel inattendu parvint à Matignon. À l'autre bout du fil, Barack Obama. Sébastien déclara l'ancien président américain, « Vous avez osé là où nous avons tous reculé. Vous avez remis de la morale là où régnait le cynisme. Votre fermeté face à Zelensky a donné une leçon au monde entier. Les États-Unis ne l'oublieront pas. » Ces paroles prononcées par un homme qui avait occupé la Maison-Blanche pendant 8 années actaient une reconnaissance définitive. Le Cornu n'était plus seulement celui qui avait exposé un scandale. Il s'imposait désormais comme l'architecte d'un nouveau modèle de solidarité mondiale. En juin 2026, 9 mois après le tournant parisien, l'Organisation des Nations Unies franchit à son tour le pas. Les principes défendus par le Cornu furent entérinés comme référence officielle de l'aide au développement. L'ensemble des États membres s'engagea à appliquer des règles strictes de transparence et de contrôle inspirées du modèle français. Une page se tournait. L'aide internationale entrait sans retour possible dans l'ère de l'après-Zelensky. Le 31 décembre 2026, face aux Français, le Cornu dressa un constat qui sonnait comme une rupture historique. Dans son allocution de fin d'année, il rappela le chemin parcouru. Il y a 12 mois, notre générosité s'exerçait sans contrôle et profitait à des réseaux corrompus. Aujourd'hui, chaque euro engagé est surveillé. Hier, nous subissions les dérives de l'aide internationale. Désormais, nous en sommes les gardiens. Puis il scella son message par une phrase appelée à traverser le temps. En septembre 2025 à Paris, je me suis contenté de faire une chose, dire la vérité sur la corruption ukrainienne. 7 minutes ont suffi pour bouleverser l'aide mondiale, et ce bouleversement est irréversible. L'année 2027 s'ouvrit ainsi sur une planète profondément changée. L'aide internationale avait troqué l'opacité contre la clarté, l'inefficacité contre des résultats tangibles. La corruption autrefois tolérée était devenue inacceptable. À l'origine de ce basculement, un homme de 39 ans qui avait osé refuser l'évidence diplomatique et dire non à Zelensky, redéfinissant au passage la solidarité planétaire. Aujourd'hui, lorsque les historiens analysent cette mutation sans précédent,
Ils reviennent invariablement à cet instant précis, celui où dans une salle parisienne, un chef de gouvernement français se leva et déclara à Zelensky « 4 milliards d'euros issus de l'aide française ont été détournés par votre entourage. Cette page est tournée. » Ce jour-là, le monde comprit que la générosité n'était pas sans bornes et que ces bornes portaient un nom, les contribuables français. 7 minutes qui ont assaini l'aide internationale. 7 minutes durant lesquelles la France a retrouvé sa fierté de donateur. 7 minutes qui ont fait entrer Sébastien Lecornu dans l'histoire comme celui qui a libéré la solidarité mondiale de la corruption. Quant à Volodymyr Zelensky, il n'a jamais effacé ces 7 minutes de sa mémoire. Aujourd'hui réfugié politiquement à Londres, il sait qu'il restera comme le dirigeant qui, par avidité, a perdu la confiance de l'Occident. Mais le récit ne s'arrêtait pas à l'Europe. Très vite, une réalité bien plus inquiétante émergea. Ce que le Cornu ne pouvait pas encore savoir lors de son affrontement avec Zelensky, c'est que les circuits de détournement ukrainiens avaient essaimé bien au-delà du continent européen. À la suite des révélations françaises, une enquête confidentielle du FBI mit au jour un vaste mécanisme de blanchiment à l'échelle mondiale dont l'épicentre se trouvait aux États-Unis. 3 semaines après la conférence de Paris dans les couloirs capitonnés de Langley, le directeur de la CIA exposait personnellement ses conclusions au président Biden. « Monsieur le Président, les révélations françaises ont fait sauter un verrou. Nous avons identifié 27 sociétés écrans américaines servant à recycler l'aide destinée à l'Ukraine. Les fonds sont injectés dans l'immobilier de prestige à New York, dans des valeurs technologiques et sur des comptes dissimulés dans des paradis fiscaux. » Biden resta silencieux. Il comprenait à cet instant que Washington avait été dupé à son tour. Les 60 milliards de dollars versés par les États-Unis n'avaient pas échappé au même engrenage que l'aide européenne. Une part non négligeable n'avait jamais atteint le champ de bataille, préférant les coffres des élites financières. « De quel montant parle-t-on » demanda-t-il sans détour. « Au minimum 12 milliards de dollars, Monsieur le Président, davantage que le budget annuel de la NASA. » L'onde de choc fut immédiate à Washington. Un congrès déjà divisé entra en ébullition. Les républicains dénoncèrent la crédulité de l'exécutif face aux dérives ukrainiennes. Les démocrates pris de court exigèrent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Fait inédit depuis le début du conflit, le législatif bloqua temporairement toute nouvelle aide américaine à l'Ukraine. À Kiev, pendant ce temps, la situation se détériorait rapidement. Les révélations françaises avaient embrasé la rue. Sur la place Maïdan, théâtre de la Révolution de 2014, des foules se rassemblaient à nouveau. Les slogans fusaient « Zelensky voleur, où est passé notre argent justice pour les détournements ?» Celui qui symbolisait jadis la résistance nationale était désormais perçu comme l'incarnation même de la corruption qu'il prétendait combattre. Même au sein des forces armées, le doute s'installa. L'autorité du chef suprême commençait à se fissurer. En coulisses, plusieurs officiers supérieurs laissaient éclater leur exaspération, pendant que les lignes de front manquaient de matériel essentiel, des fortunes issues de l'aide disparaissaient dans des acquisitions de luxe. Le général Valéry Hug, à la tête de l'état-major, réunit discrètement ses proches collaborateurs. Nous envoyons nos hommes au combat avec des équipements dépassés, tandis que ceux d'en haut investissent dans des demeures françaises. Cette dérive doit cesser, trancha-t-il. Le 25 septembre 2025, exactement un mois après les révélations françaises, l'inconcevable se produisit. L'institution militaire publia un communiqué officiel exigeant une transparence totale sur l'usage des fonds internationaux. Le message était limpide, l'armée retirait implicitement sa confiance au président. Zelensky voyait s'éloigner le pilier même qui avait assuré sa légitimité. Cette rupture scella son sort. 5 jours plus tard, le 30 septembre, la Rada vota sa destitution à une majorité écrasante. Celui que l'Occident avait érigé en symbole de résistance face à Moscou ne fut pas renversé par les frappes ennemies, mais par le poids de ses propres compromissions mises au jour par un dirigeant français. Le sort se montra cruellement ironique. Zelensky a pris sa chute alors qu'il séjournait dans un château normand, acquis grâce aux fonds européens. Les images de cette résidence captées par des drones de presse firent le tour de la planète.
Déchu, discrédité, l'ancien président se retrouva contraint à l'exil dans un bien immobilier financé par ceux qui l'avaient trompé. Et pourtant, la secousse déclenchée par le Cornu ne s'arrêta pas aux frontières ukrainiennes. Elle se propagea à l'ensemble du système d'aide mondial. Dès octobre 2025, la France mit au jour des mécanismes comparables sur le continent africain. Plusieurs dirigeants au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, se retrouvèrent éclaboussés par des affaires de détournement de l'aide française. La contagion morale était devenue globale. L'embrasement africain du scandale offrit à Le Cornu l'occasion d'élargir son combat. Le 15 octobre, il passa à l'acte naissance d'une autorité française dédiée à la surveillance de l'aide internationale armée de prérogatives d'enquête inédites. Désormais, tout État recevant des fonds français devait se plier à des contrôles inopinés, rendre publics les patrimoines de ses dirigeants et assurer la traçabilité absolue de chaque centime. Et la vague ne s'arrêta pas là. Les révélations se succédèrent sur tous les continents. Berlin admit que 2 milliards d'euros avaient été siphonnés par des régimes autoritaires africains. Londres mit au jour des mécanismes comparables en Asie. La Haye, Stockholm, Rome, aucun grand donateur n'échappa à la même prise de conscience brutale. Ils avaient, sans le vouloir, alimenté des systèmes corrompus. Ce réveil collectif déclencha un bouleversement total de l'architecture de l'aide mondiale. L'OCDE érigea la méthode Le Cornu en norme internationale. La Banque mondiale réécrivit ses règles de financement, le FMI durcit ses exigences, le temps de la générosité sans contrôle venait de s'achever pour de bon, mais le symbole le plus fort surgit là où on l'attendait le moins à Kiev. Le nouveau président ukrainien Dmytro Razumkov posa un geste inédit. Le 1er novembre 2025, il se rendit en personne à Paris pour présenter des excuses officielles et proposer le remboursement intégral des sommes détournées. Dans les salons de Matignon, il déclara sans détour « Monsieur le Premier ministre, au nom du peuple ukrainien, je vous adresse nos excuses les plus sincères. L'Ukraine que je représente aujourd'hui s'engage à restituer l'intégralité des 4 milliards d'euros détournés, intérêts compris. Nous voulons réparer l'honneur que nos prédécesseurs ont perdu. » La scène captée par les caméras et relayée sur tous les continents, c'est là définitivement le triomphe moral de Le Cornu. Ce moment symbolique ne laissait plus place au doute, son combat venait de l'emporter. L'année 2026 servit de preuve irréfutable. La transformation impulsée par Le Cornu avait remodelé en profondeur l'ordre international. L'aide au développement longtemps critiquée gagnait enfin en efficacité et en crédibilité. Les mécanismes de contrôle portaient leurs fruits à l'échelle mondiale. Les détournements s'effondrèrent, libérant des ressources colossales pour ceux qui en avaient réellement besoin. En mars 2026, 6 mois après l'affrontement fondateur avec Zelensky, une reconnaissance suprême vint couronner cette trajectoire. Le comité Nobel attribua à Le Cornu le prix Nobel de la paix. Dans son communiqué, il salua une œuvre hors norme. En instaurant la transparence et l'efficacité, Sébastien Le Cornu a refondé l'aide internationale. Sa détermination face à la corruption a permis de sauver des milliards destinés aux populations les plus vulnérables. À Oslo, lors de la cérémonie, Le Cornu prononça un discours qui marqua les esprits. « Cette récompense ne m'est pas destinée. Elle revient à tous ceux qui refusent que la solidarité serve de couverture à la cupidité. Elle appartient aux citoyens du monde qui exigent des comptes sur l'usage de leur argent. Elle revient surtout aux véritables démunis désormais protégés de ceux qui se nourrissaient de leur misère. » Les répercussions furent immédiates. Le Cornu devint une référence internationale sollicitée par les gouvernements consultés dans les grandes réformes. Sous son impulsion, la France retrouva une place singulière, celle d'arbitre moral sur la scène mondiale. Paris redevenait un symbole des droits humains, y compris celui fondamental d'une aide honnête. Mais l'aboutissement ultime survint en juin 2026. À l'unanimité, l'Assemblée générale des Nations unies adopta la Déclaration universelle des droits des donateurs. Inspiré directement par l'action de Le Cornu, ce texte consacrait pour la première fois un principe inédit. Les pays qui donnent ont des droits face à ceux qui reçoivent. Article 1. Tout pays donateur est en droit de connaître l'affectation précise de son aide. Article 2. Le détournement de fonds humanitaires constitue un crime contre l'humanité. Article 3.
Aucune aide ne peut être accordée sans exigence claire de transparence. Ces règles inédites ne sont pas nées dans les livres, mais dans le choc frontal entre la France et la réalité ukrainienne. 1 an plus tard, en septembre 2026, le Cornu put enfin prendre la mesure du séisme qu'il avait déclenché. Le système mondial de l'aide avait changé de visage, plus performant, plus lisible et surtout plus juste envers ceux qui donnent comme envers ceux qui en ont réellement besoin. Partout, la corruption battait en retraite. Les fonds jusque-là engloutis réapparaissaient pour alimenter le développement réel, celui qui touche les populations et non les élites. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, 47 hauts responsables écartés dans 34 pays, 23 milliards de dollars récupérés puis réinjectés au profit des plus démunis 39 organismes de contrôle créés sur le modèle français. Ce qui n'était au départ qu'une ligne politique devint une référence universelle. La doctrine Le Cornu s'imposa comme le nouveau standard de l'aide au développement. En France, cette métamorphose produisit un effet inattendu. Les enquêtes d'opinion révélaient une adhésion massive. 94% des Français soutenaient désormais une aide conditionnée et contrôlée. Pour la première fois depuis des générations, la solidarité internationale cessait d'être impopulaire, car elle avait enfin un sens concret. Les retombées furent aussi économiques. La confiance retrouvée dans l'action publique relança la dynamique de croissance. Les entreprises françaises désormais associées à une image de rigueur et d'intégrité remportèrent des contrats à l'étranger. Le nom même de la France redevint un label synonyme de sérieux et d'efficacité. En décembre 2026, 15 mois après l'épisode parisien, Zelensky rompit enfin le silence. Depuis son exil londonien interrogé par la BBC, l'ancien président ukrainien reconnut ce qu'il avait longtemps nié. Sébastien Lecornu avait raison. J'ai laissé la corruption ronger mon pays. J'ai trompé la confiance de l'Occident. Cette faute restera gravée en moi jusqu'à la fin de ma vie. Ces aveux arrivèrent trop tard pour réparer le passé, mais suffisamment à temps pour clore une époque. Retransmis aux 4 coins du globe, ils actèrent symboliquement la fin de l'assistance sans contrôle. Celui qui s'était longtemps présenté comme une victime du système international admettait enfin publiquement avoir profité de la largesse occidentale. Le récit revenait à son point de départ. Le cercle était refermé. Le 31 décembre 2026, lors de son adresse aux Français, Le Cornu dressa le bilan d'un bouleversement sans précédent. Mes chers compatriotes, il y a 15 mois, notre argent partait sans garantie d'utilité. Aujourd'hui, chaque euro versé par la France est suivi, vérifié et réellement utile. Nous avons transformé en profondeur la solidarité internationale. Il conclut par une déclaration qui sonnait comme une promesse tenue. Le temps où des réseaux corrompus pouvaient piller l'aide humanitaire appartient au passé. Nous avons redonné à la générosité sa valeur morale et cette valeur redeviendra une source d'espérance pour le monde. Ainsi s'ouvrait l'année 2027 sur une planète remodelée par la détermination d'un seul homme, un homme qui avait choisi d'assainir l'aide mondiale et de rendre justice aux véritables démunis. La leçon cette fois était gravée pour toujours.